perspective des littératies à l'ère de la e-santé, e-santé, est-ce que j'ai compris hier, il fallait dire. Donc, les objectifs de cette présentation sont d'abord de connaître les différentes littératies impliquées dans l'avènement de la e-santé, apprivoiser les principes directeurs d'adaptation de contenu, donc je vais vous expliquer qu'est-ce que j'entends par adaptation de contenu, et comprendre le rôle des principes directeurs finalement dans le choix de solutions potentielles. Donc, en gros, c'est ce qu'on verra. Je commence avec les différentes définitions des littératies. Remarquez que je ne parle pas de la littératie, je parle des littératies. Donc, il y en existe plusieurs. Je vous parlerai de la littératie en son sens le plus traditionnel, si vous voulez. Ensuite, la littératie en santé. On peut ajouter à ça la littératie informatique, la littératie informationnelle. La littératie que l'on appelle soit administrative ou structurelle ou organisationnelle. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la compétence des gens à se dépatouiller dans nos systèmes un peu complexes. Je pense à un centre hospitalier, par exemple. Donc, pour le patient, ça peut être drôlement compliqué de se retrouver dans tout ça. Et évidemment, il y en a d'autres. Donc, j'y vais tout de suite avec la littératie, je dirais, dans sa définition traditionnelle. Donc, la littératie est selon le genre qui cette définition-là se trouve dans le dictionnaire de l'éducation. Donc, c'est l'aptitude à comprendre et à utiliser l'information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail, dans la collectivité, dans le but d'atteindre ses buts personnels et d'étendre ses connaissances et ses capacités. Donc, c'est la définition qu'on retrouve dans l'enquête internationale sur l'alphabétisme et les compétences des adultes. C'est une enquête, rapidement, c'est une enquête qui est menée dans plusieurs pays dans le monde, des pays qui sont pour la plupart attachés à l'OCDE. Donc, c'est Statistique Canada qui mène cette enquête-là depuis 1993, si je ne m'abuse. Donc, on a des données pour 1993, des données pour 2001. Et on aura des données, normalement, en octobre cette année, sur les compétences des adultes canadiens. Et cette année, on devrait avoir des résultats sur les compétences des gens en informatique, donc avec tout le numérique. Voilà. Donc, cette définition-là est la définition classique, je dirais. Donc, on considère la littératie comme étant une compétence. Donc, on dit aptitude à comprendre et à utiliser, donc c'est une compétence. Isabelle Claire, qui est une spécialiste de la rédaction utilitaire, elle définit la littératie comme étant la capacité d'une personne à capter l'information. Et là, on a information orale, écrite, graphique, etc. Donc, on ne se limite pas à l'écrit, contrairement à la définition précédente, si vous regardez. Donc, c'était à utiliser l'information écrite dans la vie courante, à la maison, etc. Donc, capacité d'une personne à capter cette information sous plusieurs formes, à la traiter et à agir selon son bagage de connaissances et les facteurs qui conditionnent cette capacité dans un domaine particulier. Donc, à titre d'exemple, si le domaine concerne les finances, cette littératie sera qualifiée de littératie financière. C'est pour ça qu'on va parler de littératie santé, de littératie en santé. Donc, Isabelle Claire, qui, elle, vient un peu se distinguer de la définition précédente en ajoutant les autres types d'informations. Donc, pour elle, ça devient une capacité, finalement, mais qui ne se résume pas à l'écrit et qui est liée au bagage de connaissances et aux facteurs qui conditionnent cette capacité. Donc, c'est une définition peut-être un peu plus large que la première. La littératie en santé, maintenant, donc on avait comme exemple, avec la définition de Claire, la littératie financière. Donc, voyons la littératie en santé, de quoi il en ressort. Donc, aptitude cognitive et sociale, qui détermine la motivation et la capacité des individus à obtenir, comprendre et utiliser des informations d'une façon qui favorise et maintienne une bonne santé. Alors là, on a vraiment quelque chose qui est orienté. Hein? Le but, c'est de favoriser et maintenir une bonne santé. C'est la définition de Notbeam qui est utilisée par l'OMS. Donc, ce qu'on dit dans cette définition-là, c'est que la littératie en santé, c'est un ensemble d'aptitudes, donc des compétences cognitives, donc dans la boîte à poux, et sociales, quand même la dimension sociale qui est ajoutée ici, qui est intéressante, qui détermine la motivation et la capacité des individus. Donc, c'est une compétence qui détermine la motivation et la capacité. Ça me dérange drôlement. Parce que ce que ça voudrait dire, à la limite, c'est que si vous êtes très compétent
Donc, si vous êtes quelqu'un de très éloquent, une personne érudite, bien nécessairement, vous seriez davantage motivé et vous seriez plus capable de vous occuper de vous et finalement de maintenir une bonne santé. Je suis un peu mal à l'aise avec cet aspect-là, donc je continue, je vais vous amener ailleurs. Donc, en gros, si on regarde qu'est-ce que ça prend quand on parle de littératie en santé, je vous ai fait une espèce de listing des acquis nécessaires à la prise en charge de sa santé. Donc, dans un contexte, évidemment, de numérique. Donc, les compétences fondamentales, évidemment, on entend savoir lire, écrire, compter, s'exprimer dans une langue X, etc. Donc, ce qui correspond vraiment à la littératie, la gestion, finalement, la première définition, en fait, de Legendre. Ça reprend essentiellement ça. Ensuite, on a les connaissances générales et scientifiques. Donc, ça prend un minimum de culture générale. Ça prend des connaissances des concepts scientifiques fondamentaux. Bio 101. Hein? J'ai mal au ventre, docteur. Est-ce que vous avez davantage un mal de ventre qui serait lié à vos règles, par exemple, ou vous avez plutôt l'impression que c'est un mal de ventre qui serait lié à votre système gastrique? J'en sais rien. J'ai mal au ventre. OK? Donc, cette connaissance-là des organes, finalement, c'est quand même une compétence importante quand il est question de poser un diagnostic, si ce n'est pour savoir quelles questions poser au patient. Une certaine compréhension de la technologie, sa complexité, etc. Des compétences informatiques, bien sûr. Donc, la capacité à se servir d'Internet. Et là, je dépasse évidemment la capacité des jeunes qu'on a dans nos salles de classe, qui sont des experts de Facebook, qui passent 90% de leur vie là-dessus. Et quand on leur demande d'aller chercher une information sur un site, moi je mets mes étudiants dans des mises en situation, souvent en rédaction administrative. Donc je leur dis ce matin, vous travaillez pour la Ville de Québec. Je suis de Québec, donc vous travaillez pour la Ville de Québec. Allez me trouver, par exemple, toute l'information nécessaire à l'obtention d'un permis de construction. Je veux changer mes fenêtres, trouvez-moi cette info-là. Et là, si vous les voyez aller, c'est de toute beauté. Ouais, mais là, Ville de Québec, il y a comme 2-3 sites. Là. Puis là, moi, je suis comme dans les loisirs. Là, Véro, ça marche pas. Donc, c'est drôle, ils deviennent comme moins compétents tout d'un coup. Puis là, je les taquine beaucoup parce que je leur dis c'est drôle. Pendant que je donnais les instructions tantôt, tu Facebookais, hein? Donc, la capacité à se servir d'Internet, évidemment, c'est la capacité à chercher de l'information et à trouver ce qu'on cherche. Les outils informatiques, quels qu'ils soient, la fréquence d'utilisation des TIC, etc. Il y a à ça, il faut ajouter à ça les compétences citoyennes. Donc, qu'est-ce que ça comprend? Bien, c'est la familiarité avec les médias. Ça a l'air un peu naïf comme ça, mais pour plusieurs personnes, si ça passe à la TV, c'est vrai. Si c'est sur l'Internet, c'est vrai aussi. Parce qu'en plus, avec Internet, un des biais, c'est que c'est écrit. Donc, le fait que ce soit écrit, c'est comme si ça donnait une certaine autorité à ce qui est écrit, malgré que ça peut n'être absolument pas le cas. Donc, connaissance des structures gouvernementales, sociales, institutionnelles, administratives, évidemment, ça prend un minimum. C'est quoi ça, un CLSC? Hein? Il faut savoir que c'est souvent la porte d'entrée vers autre chose. Si on ne le sait pas, on peut se présenter au mauvais endroit. Compréhension du fonctionnement des rapports de pouvoir, bien sûr, etc. Ensuite de ça, des compétences socio-culturelles, donc la capacité de connaître et de comprendre les croyances collectives, les identités sociales, la familiarité avec les codes sociaux pour interpréter l'information et agir en conséquence. Donc, des compétences qui vont bien au-delà de ce qui peut être écrit, que ce soit sur un site web, dans un dépliant, sur un document quelconque. Ce qui m'amène à dire que l'humain est plus que la somme de ses compétences. Parce que si on considère l'humain comme étant une entité biopsychologique, okay, donc l'être humain, son être, dont l'agir, le comportement et les activités générales sont intrinsèquement liés à l'échiquier social au sein duquel il fait sa vie, bien, les définitions qu'on a vues jusqu'à maintenant, c'est comme si elles isolaient un peu l'humain avec ses compétences. Donc, on se retrouve avec un humain pris dans une bulle avec ses compétences, comme si c'était limité à ça, sa vie. Alors que c'est pas du tout ça, la vie. Dans la vie, on est connecté avec plein de gens, on parle à beaucoup de monde au cours de la journée. Donc, comprendre un humain, finalement,
c'est beaucoup plus que juste tenir compte de ses compétences. Il faut tenir compte aussi de où il vit, qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il s'en va, qu'est-ce qu'il veut. Donc, c'est beaucoup plus large. C'est la raison pour laquelle je vous parle des littératies. Je considère la littératie comme une pratique sociale. Tout comme Barton, qui est un chercheur britannique, qui dit que a theory of literacy as social practice emphasizes the social relationships and institutions within which literacy is embedded. In the simplest sense, literacy practices are what people do with literacy. Donc, la littératie, pas seulement une compétence, c'est tout ce que les gens font avec l'information. Donc, c'est vraiment comme ça que je vois ça. La littératie n'est pas une compétence, mais plutôt un ensemble de pratiques qui sont, là, il faut que je traduise au fur et à mesure, culturally shaped and embedded in social action. Donc, c'est pour dire que l'humain n'est pas que la somme de ses compétences et qu'il est encore moins pris dans une bulle seul. Dans les enquêtes, comme je vous parlais tout à l'heure de l'enquête internationale sur l'alphabétisme et les compétences des adultes, l'enquête de l'OCDE, on mesure les compétences des adultes, mais évidemment, pour des raisons méthodologiques, on isole les participants, donc ils ne peuvent pas poser de questions à leur conjoint, par exemple, ou des trucs comme ça. Donc, pour les fins de la recherche, évidemment, les personnes sont un peu isolées et ce qui est mesuré, ce sont vraiment leurs compétences. Sauf que l'humain, c'est plus que ça. Donc, c'est les statistiques qu'on a par rapport aux études sur la littératie, mesurées comme étant un ensemble de compétences, sont des études très intéressantes, sauf que les résultats que ces études-là nous donnent, c'est absolument hallucinant. Là, on dit là-dedans que 80% de la population n'est pas capable de se dépatouiller dans la société actuelle. Donc, c'est plus ou moins vrai. Même les personnes analphabètes plusieurs personnes analphabètes fonctionnelles ont un travail. Elles réussissent à se rendre du point A au point B, elles vont porter les enfants, reconduire les enfants à la garderie, elles assistent à des rencontres avec des professionnels de la santé et les directeurs d'école. Donc, c'est pas tout à fait vrai que les gens ont tant de difficultés que ça. On se débrouille grâce à notre réseau, souvent. Donc, la littératie est une pratique sociale. Donc, qu'est-ce que ça comprend? Bien, ça comprend les structures qui façonnent les littératies au sein desquelles se forment les littératies. Il y a donc des littératies plus ou moins dominantes, plus ou moins influentes, des littératies qui sont visibles, d'autres qui le sont moins. Il y a des littératies qui sont plus ou moins accessibles, plus ou moins orientées, etc. Donc, c'est aussi la façon dont les gens utilisent la littératie, la perçoivent, la valeur qu'ils y accordent, leur attitude, leurs sentiments à son égard. Hein, si vous me dites « Ah, moi, j'ai assez ça, lire », ça part vraiment mal. OK? Donc, la personne qui a une appréhension par rapport à la lecture, qui est mal à l'aise avec l'écrit, nécessairement, il y a un travail de... vous allez voir, ce ne sera pas si pire que ça, on a simplifié le texte. Donc, il faut la convaincre, commencer par la convaincre que le texte, finalement, ça peut être quelque chose d'accessible. Donc, tout ce qui fait que la littératie vous connecte à d'autres, ce qui comprend les cognitions partagées, les représentations par des idéologies, des identités sociales, etc. Donc, là où je voulais en venir, c'est que la littératie, ça comprend aussi des situations. Donc, je vous donne un exemple. Je fais une recette, OK? Donc, je reçois des invités à la maison. Je sais que ces personnes-là adorent la recette de gâteau de ma tante Céline. Donc, je fais ma recette de gâteau. Et là, je me souviens soudainement que le couple que je reçois à souper, ils sont vraiment des fans finis de la canneberge. Donc là, je me dis, ouais, moi, il y a des raisins secs dans mon gâteau, ça serait peut-être bon avec la canneberge, mais je n'ai pas de canneberge séchée, je vais prendre des canneberges fraîches, puis je vais enlever un quart de tasse d'eau. Ça prend toutes sortes de compétences pour faire ça. Hein. Il faut d'abord savoir que la canneberge séchée et la canneberge fraîche ne se comportent pas de la même façon dans le gâteau. On va peut-être être obligé d'ajouter un peu de soda aussi. OK? Donc, je fais ma recette pour recevoir mes invités. Donc, j'ai besoin de certaines compétences pour faire ça. Je décide je regarde la télévision, je décide de participer à un concours du gâteau aux fruits le plus pété du Québec. Donc, je m'inscris au concours, j'utilise la même recette de ma tante Céline.
pour faire mon gâteau. Puis là, je me dis, la dernière fois que j'ai eu des invités, j'ai mis des canneberges. Ouais, c'était pas pire. Me semble avec des oranges confites, ça serait vraiment génial. Donc, je vais de l'avant. Je refais ma recette. Je balance les trucs. Là, j'ajoute des oranges confites. J'enlève un peu de canneberge. Bon, tout ça, ça prend des compétences. Vous voyez? C'est la fête de mon fils quelques semaines plus tard. Je décide de faire la recette de ma tante Céline, qui évidemment est le gâteau préféré de mon fils. Hein? Vous voyez que je n'ai pas beaucoup de diversité dans mes recettes. Donc, je reprends ma recette. Je reprends ma recette. Et là, la maman d'un des garçons qui va à l'école avec mon fils m'appelle pour me rappeler que son garçon est allergique aux œufs. Oh! Là, c'est drôle. Il y a comme une compétence qui me manque. Qu'est-ce qu'on fait avec une recette de gâteau dans laquelle il y a 3 œufs et un enfant qui est allergique aux œufs? Donc là, il faut que je trouve le moyen, finalement, de faire des modifications dans ma recette pour être capable de faire mon fameux gâteau et qu'il lève aussi, hein, c'est quand même important, la fête de mon fils. Donc, la situation dans laquelle je me trouve pour utiliser ma fameuse recette, j'aurais pu ne pas faire de changement dans ma recette non plus. Mais vous voyez, la situation fait que la même recette, qui est un écrit, va être gérée de manière complètement différente. La recette de gâteau dans laquelle j'ai décidé d'ajouter des canneberges, etc., pour la fête de mon fils, peut devenir, cette opération-là peut devenir quelque chose d'anxiogène. Parce que là, je ne veux pas que le petit soit en contact avec des œufs. Fait que là, je m'assure qu'il n'y en a pas dans le gâteau. Mais là, après ça, je me mets à... Voilà, j'ai fait des sandwichs, il y a peut-être de la mayo. J'ai-tu mis de la mayo? Je n'ai-tu pas mis? Donc là, vous voyez, là, la situation va faire en sorte que ma compétence en littératie, ça n'a plus rien à voir avec ma recette. Là. Ça dépense de loin. Donc, les compétences dont on parlait au départ. Même chose, la littératie nécessaire à la maison, la littératie nécessaire au travail, par exemple. Donc, si je m'improvisais chef cuisinier tout d'un coup et que je décidais de ramener la recette de tante Céline au travail, puis que je travaillais dans un restaurant un peu huppé, bien là, il faudrait que je fasse d'autres modifications dans ma recette pour la rendre plus intéressante. Donc, vous voyez, à chaque fois, la situation fait que les compétences en littératie sont différentes. Donc, c'est la raison pour laquelle je considère la littératie comme étant une pratique sociale. Et finalement, la littératie a aussi plusieurs fonctions. Donc, ça peut servir à nous faire connaître des trucs, ça peut aider la mémoire, ça peut remplacer l'oral, mais ça peut aussi être, ce sont comme des accès, si vous voulez, à l'information, sauf que la littératie, ça peut aussi être une menace. Donc, pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'écrit, la littératie, ça peut être drôlement menaçant. Donc, en résumé, l'humain modifie le monde dans lequel il vit et il est modifié par lui. Donc, l'humain n'est pas qu'une boule de compétences. Okay? C'est beaucoup plus large que ça. Maintenant, je vous amène à l'adaptation de contenu. Donc, qu'est-ce que c'est l'adaptation de contenu? Bien, d'abord, c'est la création d'un espace de médiation où le communicateur, souvent un rédacteur, hein, puisqu'on est dans l'écrit, prend en compte le bagage de son destinataire. Qu'est-ce que j'entends par bagage? Les connaissances, la représentation du monde, les croyances, les valeurs, les attitudes, les comportements, les compétences cognitives, linguistiques et relationnelles. Je tiens compte de pas mal d'affaires. OK? Cet espace sert à négocier le sens du message. Et là, par négocier, j'entends négociation interne avec moi-même. Quand je fais de l'adaptation de contenu, souvent, je pars d'un document scientifique écrit par un expert de contenu. Plein de jargon, plein de trucs, très difficiles à comprendre. Et là, je négocie avec moi-même sur de quoi on devrait parler en premier si on veut tenir compte des préoccupations du lecteur, bien sûr. Donc, ce qui va diriger finalement mon adaptation, c'est le lecteur, il a besoin de savoir quoi là-dedans. Qu'est-ce qui l'intéresse? Si je commence par ça, c'est sûr que je ne l'intéresserai pas, donc, en bonne fille de communication, je ne commencerai pas par là. Okay? À moins que ce soit ma seule prise pour aller raccrocher finalement l'information nouvelle sur des connaissances établi chez mon récepteur. Donc, négocier le sens du message, oui, c'est ça, donc négociation interne avec moi-même dans un premier temps, mais aussi avec l'expert de contenu. Donc, vous êtes probablement familier avec les chicanes entre l'expert de contenu qui tient à ce qu'on dise la chose d'une certaine façon et l'agent de com ou l'expert de communication qui dit « ça ne donne rien, c'est comme si tu n'en parlais pas, personne ne comprend ». OK? Donc,
habitué à ces débats-là. Et finalement, une négociation externe avec les destinataires. Donc, évidemment, là, on va parler de pré-tests et de focus group et de rencontres avec des prototypes des lecteurs qui font partie de la cible. Quelles sont les principales raisons d'adapter un contenu? Bon, ben, je commence par les raisons qui paraissent bien. Donc, d'abord, pour améliorer la santé des populations, parce qu'on a quand même des indications comme quoi, lorsqu'on fait un effort pour rendre les documents plus accessibles, donc adaptés, plus faciles à comprendre pour les lecteurs, il y a quand même des effets sur la santé des populations. Il y a plusieurs études sur des communautés autochtones au Canada qui ont été menées et ça donne des résultats très intéressants. Ensuite de ça, pour valoriser les usagers, évidemment, quand vous êtes un patient, un usager des services de santé, et que vous avez l'impression qu'on s'occupe de vous, qu'on a pris la peine de vous produire des trucs que vous allez comprendre, des trucs avec lesquels vous êtes à l'aise, qu'on s'organise pour que ce soit réconfortant pour vous, évidemment, vous vous sentez valorisé. Nous sommes des humains d'abord, hein, fait au-delà de la technologie et du texte, il y a évidemment la relation. Donc, pour valoriser les usagers, c'est très efficace. Pour respecter leur droit de comprendre, bien sûr, de plus en plus, le droit de comprendre est revendiqué comme étant un droit fondamental. Pour conserver leur confiance, les gens d'emblée ont confiance. Normalement, lorsqu'ils ont un professionnel de la santé devant eux, a priori, ils ont confiance. Évidemment, il y a des exceptions à ça, mais normalement, ils ont confiance. C'est dans la façon dont ça va se passer par la suite que la confiance va soit augmenter, demeurer la même ou diminuer. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de conserver le niveau de confiance, voire de l'augmenter. Et c'est possible de le faire grâce à l'écrit. Et enfin, pour les soutenir dans le maintien ou l'adoption de bonnes habitudes ou dans l'auto-soin. Vous savez, comme moi, de plus en plus, on demande aux gens de faire un paquet de trucs qui, il n'y a pas si longtemps, pour lesquels on leur aurait pas demandé de faire ça. Des trucs à s'injecter, la façon de nettoyer une plaie ou une cicatrice ou des trucs comme ça. Avant, on disait « ramenez-vous ». Ramenez-vous à la clinique ou passez à l'urgence, entre telle heure et telle heure, il y a quelqu'un qui va changer votre pansement, des trucs comme ça. De plus en plus, on laisse aller le patient avec une petite fiche, 4 étapes. Voici ce que vous devez faire. Organisez-vous avec ça. Donc, l'adaptation de contenu devient alors super importante parce que, malheureusement, certains professionnels de la santé, étant donné qu'ils ont le papier qui explique tellement bien la procédure, ben, ils skippent sur l'explication orale. Ce qui fait que l'écrit devient l'information principale. On dit, oui, ben là, il y avait le patient devant lui, il a dû lui dire quelque chose. Pas toujours. Des fois, oui, un peu, mais peut-être pas assez. Des fois, le patient n'était pas absolument attentif à ce moment-là, il en manquait un bout. Puis là, on se dit, c'est pas grave. Vous avez tout ça par écrit. Prenez le temps, allez-vous-en chez vous, relaxez. Vous le relirez à tête reposée. Hein? Donc, dans ces cas-là, l'écrit devient super important. D'où la raison, finalement, d'adapter. Finalement, ces raisons-là, c'est un peu comme si on disait c'est de notre responsabilité d'adapter les contenus. Les raisons maintenant qui paraissent un peu moins bien, mais qui ne sont pas pour autant négligentes, donc pour dorer l'image de l'organisation. Si vous vous occupez de vos patients, puis que vous leur préparez des trucs, puis qu'ils sont contacts, bien c'est sûr qu'ils vont dire, la madame là, de tout à l'heure dans la table ronde, elle l'a dit plusieurs fois qu'elle a été traitée au Royal Vic. Elle a l'air d'être contente de son traitement. Elle avait l'air de trouver que l'équipe soignante, c'était du monde qui était gentil. Puis, vous voyez, ça c'est bon. Hein? En bon communicateur, on voit là-dedans des relations publiques et ça a l'air de rien, mais ça contribue à la crédibilité, l'autorité de l'organisation. Donc, il ne faut pas le négliger. Pour rentabiliser l'argent investi, le fameux ROI, qui est le Return on Investment, ça a l'air fou, mais des dépliants qui sont imprimés une année, par exemple, on dit, bon, ben, ça va coûter 13 000 $ faire imprimer 800 000 dépliants, papier glacé, etc. L'année d'après, on se rend compte que, ouais, dans notre dépliant, finalement, 2-3 trucs qui marchent plus ou moins, on va être obligé de recommencer.
Ça, c'est pas très intéressant. OK? Donc, quand on passe par l'adaptation de contenu, normalement, tout est analysé. Donc, la stratégie de communication est analysée, la façon dont on passe le message est évaluée et les potentielles retombées sont aussi analysées. Donc, pour rentabiliser l'argent investi, ça peut être une bonne idée. Pour diminuer les coûts de santé, donc vous avez ici une citation de l'Agence canadienne de santé publique de 2008 qui dit que malgré le peu de données sur le fardeau financier et les coûts des faibles niveaux de littératie en santé au Canada, il semble que les politiques qui visent à rehausser les niveaux moyens de littératie en santé entraînent des améliorations dans la santé des populations et des diminutions connexes des coûts de santé. Et là, j'ai un autre truc ici de 2009 qui dit que le faible niveau de littératie en santé au Canada coûtait environ 3 à 5 % du budget total des soins de santé pour l'année de référence. OK? 3 à 5 % du budget, ça correspond environ à 8 milliards de dollars par année en coûts de soins de santé supplémentaires en raison du faible niveau de littératie en santé. On pense même que certaines études ont commencé à dire que les consultations en urgence pour un même problème sont des consultations qui sont liées à un problème de compréhension entre le professionnel de la santé et le patient. Donc, on dit la littératie est en cause dans ces deuxième, troisième consultations-là. En plus de ça, j'ai le Conseil américain pharmaceutique qui dit que, selon eux, 9 malades ambulatoires sur 10 prennent incorrectement ou ne prennent pas leurs médicaments sur ordonnance. 9 sur 10. Ça fait du monde à la messe. Okay? 3 à 5 médicaments sur ordonnance sur 10 ne produisent pas l'effet désiré parce qu'ils sont mal utilisés. Et là, l'exemple classique, c'est prenez 2 comprimés 4 fois par jour, idéalement au repas. Prenez 2 comprimés 4 fois par jour, idéalement au repas. Moi, je déjeune pas. Fait que m'en prendre 4 à midi. Puis le soir, ben, je me couche tard un peu, puis je risque de l'oublier, fait que je vais en prendre 4 au souper. OK? Donc, 2 comprimés 4 fois par jour est devenu 4 comprimés 2 fois par jour. C'est pas tout à fait la même affaire. La personne qui fait ça, évidemment, elle ne comprend pas ce qu'elle est en train de faire. Elle ne sait pas que dans son corps, ça serait important qu'il y ait du médicament qui agisse aux 4 heures. Ça, elle ne l'a pas compris. Donc, c'est un des exemples qui fait qu'elle pourrait avoir des effets secondaires assez intéressants. Alors, retournez voir le pharmacien, il va dire, c'est drôle, je suis buzzée là, de midi à 5, c'est fou. Hein? Donc, il faut faire attention à ça. Ça m'amène à vous parler du concept central autour duquel Éric et moi, c'est vrai, je ne vous ai pas parlé d'Éric, je vais le faire. Donc, on travaille beaucoup à partir de l'efficacité communicationnelle. C'est un concept, finalement, qui nous permet d'ancrer nos études. Donc, le concept d'efficacité communicationnelle est basé, en fait, sur la théorie de la pertinence de Sperber et Wilson, qui est un cadre théorique de psychologie cognitive qui est assez large. Qu'est-ce qu'on dit là-dedans? Je vous résume ça en 2 phrases. Qu'est-ce qu'on dit dans cette théorie-là? C'est qu'un des moyens d'arriver à produire des communications efficaces, c'est de diminuer l'effort cognitif de la personne à qui on s'adresse. Donc, on fait travailler nos lecteurs le moins possible. Ça, c'est humain, hein? Vous savez, on est tous paresseux. Pensez à la pile de papier que vous avez à lire sur le coin du bureau, là. Puis, essayez de voir, là, quand vous allez passer au travers, par quoi vous allez commencer. Normalement, on commence par « Oh, ça va se lire rapidement, je vais commencer par ça, ça va m'encourager. » Hein? On est tous comme ça. On recherche la simplicité, l'efficacité d'emblée. Donc, l'efficacité communicationnelle, elle cherche ça aussi. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est diminuer l'effort cognitif de nos lecteurs, donc les faire travailler le moins dur possible. Surtout pas les faire travailler sur des trucs qui sont absolument pas importants, du genre comprendre la présence d'un point-virgule entre 2 propositions, genre de trucs qu'on va complètement éliminer de nos écrits, parce que les gens qui sont plus ou moins habitués de voir des points-virgules entre 2 morceaux de phrases font comme c'est bien bizarre. OK? Donc, diminuer l'effort cognitif et, parallèlement à ça, on essaie d'augmenter l'effet cognitif. Donc, au cours de la table ronde à laquelle vous venez d'assister, il y a été question, entre autres, de c'est quoi les préoccupations du patient, il faut se demander qu'est-ce qu'il veut savoir, qu'est-ce qui l'intéresse. Donc, tout ça,
fait partie des trucs dont on se sert pour augmenter l'effet. Donc, tout le long de la lecture, la personne sent qu'on a tenu compte de ce qui l'intéresse. Elle sent qu'elle est supportée dans sa lecture. Elle ne se sent pas stupide, très important. Ça a l'air de rien, mais il y a beaucoup d'écrits en santé publique qui font sentir la personne « ben Joe, si tu sais pas ça, tu es un méchant cocon. Okay? » Donc, très important d'éviter ces trucs-là. Si on ramène notre concept de littératie et qu'on le recadre comme étant une pratique sociale dans un cadre plus large de la communication humaine, bien, quelques points sur lesquels je vais apporter que vous accordiez un peu plus d'importance. Donc, l'accessibilité, on a parlé encore ce matin, l'accessibilité dans tous les sens du terme. Donner accès aux patients à de l'information, si cette information-là n'est pas adaptée à leurs besoins, c'est comme ne pas leur donner accès. Donc, dans ces cas-là, on ne parle pas d'accessibilité. Donner accès aussi en éliminant tous les écueils à la compréhension. Donc, c'est ça, diminuer l'effort de lecture. C'est d'essayer, dans un texte, d'enlever finalement tout ce qui pourrait potentiellement poser problème. Donc, tout ce qui, dans un texte, pourrait amener le lecteur à se poser une question, on ne veut pas qu'il se pose, on l'élimine. Ensuite de ça, une information adaptée. Donc, il faut que ça concorde avec les schémas existants. Je vous disais, j'avais commencé une thèse de doctorat sur l'importance des connaissances préalables dans l'assimilation, dans le traitement d'informations nouvelles. Bien, c'est exactement ce dont on parle ici en parlant de l'accessibilité d'une information adaptée. C'est que vous ne pouvez pas, et ça c'est ce qui vient faire la différence avec le transfert de connaissances, vous ne pouvez pas essayer de faire comprendre des trucs à quelqu'un qui n'a pas la structure pour rattacher l'information que vous essayez de leur faire comprendre. Présentement, je travaille avec une équipe à l'Institut national de santé publique. On monte une formation pour les acteurs en surveillance. Ces gens-là ont à communiquer avec des directeurs d'école, des directeurs de C3S, pour les aider à prendre des décisions à partir des données probantes. Mais là, moi, je travaille avec des épidémiologistes, des statisticiens, qui sont des spécialistes des chiffres, qui doivent convaincre des directeurs d'école de prendre des décisions de santé publique basées sur des chiffres. Puis là, on leur présente les chiffres, évidemment, avec des beaux graphiques en 3 couleurs, c'est merveilleux. Sauf que parmi les directeurs d'école, il y a des gens qui sont plus ou moins à l'aise avec les chiffres. Donc, leur compétence en numératie n'est pas égale. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne que dans là où je veux aller, c'est dans la concordance des schémas. Donc, si j'ai comme directeur d'école un bachelier en éducation physique qui était tanné d'enseigner l'éducation physique, qui est allé faire une maîtrise et là, il est directeur d'école, il n'y a pas nécessairement l'appareillage statistique pour comprendre c'est quoi un écart type puis c'est quoi une donnée qui est significative versus une qui ne l'est pas. Donc, expliquer ça, c'est la première étape pour amener notre directeur d'école à prendre une décision qui va dans le sens des objectifs de santé publique. Donc, voilà pour l'accessibilité. La mouvance, ben, c'est pour vous rappeler que la littératie, justement, c'est dynamique. On peut changer ça, la littératie. C'est exactement comme une langue seconde. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé anglais, il y a quelqu'un qui vous arrête sur le coin de la rue. « Excuse me, miss, can you tell me? » La personne a besoin d'indications. Et là, ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé anglais. Go straight this way at the light, au feu de circulation. Ouais, comment est-ce qu'on dit ça? Là? Bon. Vous voyez un peu le schéma? Donc, ce que ça veut dire finalement, c'est que la littératie, les compétences, ça se gagne, mais ça se perd. On a beaucoup d'hommes sur le marché du travail qui sont ingénieurs, techniciens sur le terrain, des gens qui gagnent très bien leur vie, qui sont très débrouillards, et qui pourtant, quand on les met dans des situations où il faut qu'ils remplissent des formulaires de CSST, par exemple, pour prendre cet exemple-là, là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, il me semble, je ne sais même plus comment tenir mon crayon. Okay? Donc, c'est une compétence qui se perd. C'est pas parce que c'est notre langue maternelle qu'une fois qu'on l'a appris à l'école, c'est gagné. Donc, la littératie, c'est dynamique. Il faut en tenir compte. Le meilleur exemple pour ça, c'est Jacques Demers,
qui est quand même devenu sénateur. Voilà. Donc, ça peut diminuer, ça peut augmenter aussi. L'exemple avec mes acteurs de surveillance en épidémiologie, c'est que les compétences des directeurs d'école augmentent d'une rencontre à l'autre avec mes acteurs en surveillance. Donc, on est comme dans un processus d'éducation, si vous voulez, mais ça représente bien la mouvance de la littératie. Ensuite de ça, le niveau de littératie perçue, hein, comme on dit souvent, le plus grand obstacle à l'humain, c'est souvent lui-même. Donc, si vous vous percevez comme étant quelqu'un de plus ou moins compétent, bien, nécessairement, vous n'irez pas aussi loin que quelqu'un qui se perçoit comme étant très compétent. Donc, le niveau de littératie perçue a un effet sur la communication. L'état émotionnel, bien sûr, hein, il y en a été question aussi dans la table ronde plus tôt aujourd'hui. Ce que Claude rapportait, que j'avais dit la veille, comme étant que la mémoire vive et la capacité de rétention d'informations est à peu près nulle après l'annonce d'un diagnostic de cancer, de maladie chronique, peu importe. Des fois, ça peut concerner nos enfants aussi, c'est pas directement pour nous. Donc, l'état émotionnel a un effet majeur sur la capacité communicationnelle parce que la personne est occupée à se demander toute une série elle a toute une série de préoccupations qui n'ont rien à voir avec ce que le médecin est en train de lui dire. Donc, le médecin est peut-être en train de la rassurer, mais là, elle se demande, bon, là, s'il faut que je suive des traitements, ma mère habite à 400 km, qu'est-ce que je vais faire avec les enfants? Mon chum n'est même pas capable de faire cuire un œuf. Elle spinne. Donc, elle n'est absolument pas attentive. La motivation, on dit de la motivation que c'est le carburant de l'activité humaine. Donc, la motivation, bien évidemment, ça joue un rôle fondamental dans la recherche d'informations, dans la poursuite de la lecture aussi. C'est pourquoi c'est important dans le texte de s'assurer que la dimension émotionnelle est toujours prise en compte. Donc, quand on fait de la rédaction, on va dire ça comme ça, puis là, après ça, il faut évaluer, OK, si on le dit comme ça, la personne se sent comment? Elle est rendue où dans sa lecture? OK? Parce que souvent, on les amène du point A au point B dans un texte. Donc, la motivation, il faut certainement que la personne se sente de plus en plus motivée à se rendre au bout de sa lecture. Très important. Qu'est-ce que je voulais vous rajouter là-dessus? Ah oui, j'ai eu l'occasion de voir un truc de Business Innovation Factory, qui est une boîte qui s'est intéressée à l'efficacité d'un centre hospitalier aux États-Unis. L'équivalent de Sainte-Justine ou quelque chose comme ça là-bas. Puis, ils se sont rendus compte finalement que les gens n'avaient aucune préoccupation par rapport à leur diabète. Ils se sont rendus compte en interviewant les jeunes que pour ces jeunes-là, le diabète, c'est une maladie héréditaire. Écoute, mon père en fait, tous mes oncles en font, mon grand-père en faisait aussi. Oublie ça, c'est sûr que je vais en faire. Donc, il n'y avait aucune volonté de ne pas faire de diabète parce que pour eux, c'est sûr que tout le monde en fait chez nous, c'est sûr que je vais en faire. On a tous à peu près un problème d'obésité, etc. Et là, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que si on transformait le diabète comme étant l'équivalent d'un défi, parce que pour ces jeunes-là, ils se sont rendus compte que finir le secondaire, c'était un défi. Okay? Donc, dans la communauté où ils étaient, un des buts premiers des jeunes, c'était de finir leur secondaire, finir leur high school. Fait que là, ils ont fait des tests, puis ils ont demandé à certains jeunes, si je te mettais au défi de ne pas faire de diabète, de la même manière qu'on veut que tu finisses ton secondaire, tu es craqué pour finir ton secondaire, si je te dis, tu serais capable de ne pas faire de diabète, et tu gagnes. Donc là, ça a pris comme une autre forme. Les jeunes étaient soudainement motivés, et ce que ça donne, c'est que finalement, ils se rendent compte que, ah ouais, c'est possible de ne pas faire de diabète. Donc, il y a toutes sortes de façons d'aller chercher la motivation des gens, puis je trouvais que c'était un très bon exemple de ça. Les relayeurs d'informations, évidemment, on ne peut pas ignorer les espaces publics et privés qui viennent au sein desquels les gens évoluent. Donc, ça comprend aussi les réseaux sociaux et les réseaux d'information. Comme je vous disais tout à l'heure, quand ça passe à la TV, c'est vrai. Si c'est écrit sur l'Internet, c'est vrai. Donc, que ça se trouve dans un forum pour certaines personnes ou sur le site du ministère, c'est équivalent. C'est écrit, les vues sur Internet, c'est comme ça passe à la TV.
Hein? Puis je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont assisté à la conférence du docteur Vadeboncoeur hier. Lui, il en sait quelque chose. Il dit que depuis qu'il passe à la télé, là, c'est un demi-dieu. Il n'y a plus personne qui lui pose de questions à savoir s'il est suffisamment connaissant ou assez compétent dans quelque chose. Le docteur Vadeboncoeur, c'est tout. Donc, il ne faut pas ignorer ces éléments-là. Et bien sûr, l'historique du dialogue. Claude l'a mentionné aussi dans la table ronde. Quand on fait une opération de communication, souvent, nous, on est au bureau, assis sur notre truc. On a un objectif de santé, un objectif de communication. On est dans notre bulle. On essaie de faire nos trucs. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette opération de communication-là s'inscrit dans un historique de dialogue entre la personne, entre vous, l'organisation, et la personne à qui vous vous adressez. Donc, c'est super important de tenir compte de, justement, cet historique du dialogue-là parce que il se passe toutes sortes d'affaires. Hein? Si on avait une autre épidémie de grippe, hein, un équivalent de H1N1, la gang du ministère, il faudrait qu'ils s'attellent assez de bonne heure pour faire leur opération de communication parce que, vous savez comme moi, il y a eu toutes sortes de critiques à la suite de cette campagne-là. Donc, il faut tenir compte de l'historique. On ne peut pas faire comme s'il n'était jamais rien arrivé avant. Donc, pour le lecteur, il s'est souvent passé quelque chose avant, ce qui va jouer sur la crédibilité du message. Les principaux indicateurs dont on se sert en adaptation de contenu, donc qu'est-ce qu'on évalue finalement? On évalue l'efficacité. Ça, c'est à savoir si on a rencontré les effets qu'on voulait produire chez le récepteur. Donc, on veut qu'il comprenne quelque chose, est-ce qu'il a compris? On veut qu'il fasse quelque chose, est-ce qu'il le fait? Donc, l'efficacité, c'est dans ce sens-là. Le côté pragmatique, le lecteur doit trouver son compte. Il faut qu'il sache quoi faire avec l'information. S'il lit quelque chose, puis il ne sait pas trop où ça va le mener, qu'est-ce que ça donne absolument rien. Donc, il faut qu'il y voit une utilité. Ça a été mentionné aussi pendant la table ronde. J'avais le goût d'applaudir plusieurs fois pendant la table ronde. Tout ce que j'entendais là, c'était comme « Ah oui, ah oui, ah oui, c'est bon ». Donc, il faut que le lecteur il voit une utilité. C'est super important. S'il ne sait pas quoi faire avec l'information, je vous garantis qu'il n'ira pas jusqu'au bout. Il faut que cette information-là soit satisfaisante pour lui. Donc, évidemment, c'est un des critères qu'on va évaluer. La satisfaction, ça se mesure tout au long de la lecture. C'est par la dimension émotionnelle qu'on le mesure. Les gens, au fur et à mesure qu'ils lisent, ils ont toutes sortes de réactions. Et ça se peut qu'à la lecture d'un argument, par exemple, ils fassent « bah, ouais, mais les deux arguments précédents étaient bons », donc ils vont poursuivre la lecture. Donc, c'est là-dessus qu'il faut jouer. La confiance, bien sûr, on va essayer de la maintenir, voire de l'augmenter. À l'intérieur du texte, il y a des moyens de faire ça aussi. La cohérence intratextuelle et intercommunicationnelle aussi. Intelligibilité, ça va de soi. Hein? Les grands principes pédagogiques disent qu'on part généralement du général, on s'en va vers le particulier, on part du concret pour s'en aller vers l'abstrait, on va concret vers l'abstrait, du plus connu vers l'inconnu. Donc, il y a toutes sortes de grands principes comme ça qu'on suit pour s'assurer finalement de l'intelligibilité des textes. La lisibilité, bien sûr, ça se travaille beaucoup dans le choix des mots, dans la structure des phrases. J'entendais quelqu'un pendant la table ronde dire on fait un effort pour ne pas utiliser de jargon, pour faire des phrases courtes. C'est super. Mais il y a tellement d'autres choses que ça dans l'analyse de la lisibilité d'un document. La distance de l'anaphore et de son antécédent, pour vous prendre des termes techniques, dans l'évaluation de la syntaxe. Donc, l'utilisation de ces produits, dans la phrase d'après, leur utilisation, la distance qu'il y a entre ce petit leurre-là qui vient rappeler de quoi il est question, c'est super important. Et là, avec les lecteurs plus ou moins habiles, il y a un risque très élevé de les perdre. Parce qu'eux, souvent, ils lisent plus lentement. D'où l'intérêt de faire des phrases courtes. Donc, c'est absolument pas... je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire de phrases courtes, mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres éléments dont il faut tenir compte. L'utilisabilité, bien sûr, hein, avec le web, là, tout ce qui est user-friendly, pour utiliser l'expression, et finalement l'accessibilité, bien sûr. Donc, tous les éléments dont je viens de vous parler là
sont évalués au niveau linguistique, visuel et graphique, ergonomique, informationnel, structurel, logique, rhétorico-argumentatif, et il y en a d'autres. Je vous ai mis les principaux. Donc, on prend le tableau de critères qu'on avait et on l'applique à chacun de ces thèmes-là dans le texte. Donc, j'arrive à mes cas. Je vous montre une version originale et une version remaniée. Rapidement, c'est pas du travail parfait, c'est vraiment quelque chose. Je voulais juste vous donner un flash sur qu'est-ce que ça peut donner. Donc, ici, on a un extrait d'une brochure sur la vaccination contre le VPH, virus du papillome humain. Donc, on vaccine maintenant les jeunes filles contre les VPH. Donc, ce qu'on dit dans cette brochure-là, sous le titre « En quoi le vaccin contre les VPH consiste-t-il ?», c'est la chose suivante. Le vaccin utilisé dans le cadre du programme de vaccination au Québec protège contre les verrues génitales causées par les types 6 et 11 et les lésions du col de l'utérus causées par les types 16 et 18. Tout va bien? Ces types de virus sont la cause de 90% des verrues et de 70% des lésions du cancer du col, lésions du col de l'utérus. Le rôle du vaccin est de produire des défenses, des anticorps, contre ces 4 types de VPH. Il ne peut entraîner l'infection au VPH. Genre de phrase qu'on trouve dans les dépliants, brochures du ministère, etc. Donc, si on retravaille ça un peu, c'est pas parfait. On va commencer par refaire le titre. C'est pas en quoi le vaccin consiste-t-il que ça nous intéresse, c'est contre quoi le vaccin nous protège. Hein? Pourquoi on se fait vacciner? Pour se protéger de quelque chose. La composition du vaccin, on s'en balance. Donc, contre quoi le vaccin protège-t-il? Le vaccin utilisé dans le cadre du programme protège contre 4 types de VPH qui sont associés à 2 maladies. Voilà. Donc, on peut les nommer, les types de VPH, parce que ça, c'est souvent les médecins qui sont derrière ça, qui disent non, c'est important parce que c'est pas tous les types, il faut que les gens sachent qu'on ne peut pas faire de généralisation là-dessus, etc. Donc, moi, j'empêche pas le médecin, c'est lui l'expert. Donc, on prend les types de VPH dont il est question, puis on les rattache aux maladies auxquelles ils sont associés. Puis c'est beaucoup plus clair. C'est un tableau, au lieu d'utiliser le texte. Donc, le vaccin ne donne pas les VPH ni l'infection par les VPH. Ça, c'est une portion de phrase que je retravaillerai. L'utilisation d'un bleu différent ici, c'est parce que j'ai utilisé la fonction automatique dans PowerPoint pour faire un tableau, mais je changerai ça aussi. Cette portion de phrase-là, son rôle est de préparer des défenses contre les 4 types de VPH, ou ça spécifique. Donc, voilà, ça vous donne un aperçu de ce que ça peut être. Un autre exemple, pour mesurer sa glycémie, le sujet prélève une goutte de sang sur le bout de son doigt grâce à un autocliqueur et la soumet à l'analyse d'un lecteur de glycémie. Ça, pour quelqu'un qui commence à faire du diabète, là, c'est du chinois. Hein? Donc, on va mettre ça en étapes, numérotées, 1, 2, 3, ça va être beaucoup plus facile. Idéalement, c'est parce que j'en ai pas trouvé, mais idéalement, il faudrait mettre des illustrations. Hein? Donc, piquez le bout de votre doigt, d'abord pour mesurer votre glycémie. Il n'est pas question de la glycémie, le sujet, tu sais. Moi, je vois mon lecteur moyen là, qui me dit le sujet. Sujet, verbe, complément? OK? Faut-tu que j'accorde quelque chose, là? OK? Le sujet, là, c'est comme, c'est quoi ça? C'est bien trop, c'est peu clair. Même chose pour une phrase du genre l'enfant est l'agent premier de son développement. Oh, attention. Donc, piquez le bout de votre doigt avec un autopiqueur pour faire sortir une goutte de sang. Lorsque la goutte est sortie, déposez-la sur la languette fournie dans la trousse. Ne cherchez pas midi à 14h, elle est dans la trousse. Glissez la languette imbibée dans le lecteur de glycémie pour la faire analyser. Donc, vous voyez là, il y a quand même une différence entre les deux versions. À moins d'avoir déjà fait la varicelle, vous risquez de contracter la maladie et de la propager autour de vous. Petite phrase. À moins d'avoir... ça part bien mal. Hein? À moins d'avoir... Qu'est-ce qu'on ferait pour améliorer ça? Bien, d'abord, là, c'est du si je l'ai fait ou si je ne l'ai pas fait. Hein? Donc, c'est la première question qu'on se pose. Après ça, faire la varicelle. À part les infirmières, y a-t-il quelqu'un qui dit ça? J'ai fait une varicelle à 5 ans. C'est très rare, hein? Je l'ai eu ou je ne l'ai pas eu. Ça, pour mon lecteur, c'est le genre de truc qui peut complètement le fourvoyer. Là, je l'ai eu à varicelle, moi, mais je ne l'ai peut-être pas faite, je ne sais pas. Ben, on ne le sait pas. Donc, c'est quand on dit diminuer l'effort de lecture, c'est le genre de choses qu'on évite. On ne veut pas que le lecteur passe du temps à se poser une question aussi stupide. Donc, on va utiliser l'expression plus connue. Contracter, propager, bien sûr, on va changer ça pour attraper et transmettre.
Hein? Beaucoup plus facile. On attrape le rhume, on attrape la varicelle. Au Québec, c'est l'expression privilégiée. Une bonne succion produit un bref son de déglutition qui s'allonge graduellement et devient plus grave lorsque le lait se libère. La fille qui vient d'accoucher, qui se dit, je vais allaiter, là, je vais l'essayer, mais tu sais, je sais pas trop, mais aller lire un peu. Attends là-dessus. C'est peut-être pas l'idéal. Donc, une fois la prise du mamelon réussie, le bébé commencera à téter, parce que vous savez que la prise du mamelon, ça peut être quelque chose d'assez long. Hein? Quand on travaille en allaitement, on voit que ça peut être assez long. S'il tète bien, s'il a une bonne succion, parce que là, on a utilisé 2 expressions dans ce document-là, donc on les ramène. Vous entendrez votre bébé avaler par petits coups au début et plus longuement au fur et à mesure que le lait sortira du sein ou que le lait entrera dans sa bouche selon la perspective qu'on pense qui est la moins compliquée. OK? Donc, technologie maintenant, le E dans E-santé, donc ce qu'on a à dire, Eric et moi, c'est d'abord de préconiser une adaptation de qualité plutôt que la présence. C'est bien beau la technologie, là, mais si vous n'êtes pas prêt, allez-y pas. Planifier tout comme sur la base du message et du public, hein, et des comportements du public, savoir qu'est-ce qui fait, donc je ramène la littératie comme pratique sociale, qu'est-ce qui fait de l'information, qu'est-ce qui fait des outils, et non sur la base de la techno. Communiquer par-delà la mêlée sans crier tout en étant efficace, c'est possible. Il faut juste travailler nos trucs avec des experts. Ça aide. Respecter le code de chaque média. Hein, les médias ont chacun leur rythme, ils ont des adeptes, ils ont des codes tacites, il faut connaître ces trucs-là. Dans la conférence du pharmacien et du docteur Vadeboncoeur d'hier, ils en ont parlé de ça. Ils disaient que c'est très important de bien connaître le média parce que tu peux te faire attraper assez sérieusement. Et préserver la cohérence intercommunicationnelle de l'organisation. Je vous parlais de l'historique du dialogue tout à l'heure. C'est ça à quoi on renvoie. La page du ministère de la Santé du Québec, c'est un exemple parfait de trucs à ne pas faire. On a un web assistant, très bel anglicisme en passant. On ne sait pas trop à quoi il sert. Il a l'air un peu bizarre. Ensuite, ici, on a des grands dossiers. De ce côté-là, on a des sujets, des ressources. Là, professionnels, information pour les professionnels, OK, ça ne nous concerne pas. Mais là, tout le reste, la façon dont la hiérarchisation de l'information a été faite, c'est absolument pas clair pour le néophyte. Ça prend quelqu'un qui travaille au ministère pour aller sur le site du ministère. OK? Donc, juste comme ça, là, ça va pas. Il y a trop de trucs. Ici, on fait de la pub. Ça, c'est bizarre. Sur le site de Santé Cannes, c'est encore pire, on fait de la pub pour le plan économique canadien. Puis, une autre affaire qui n'a rien à voir avec la santé. Donc, c'est vraiment pas l'idéal. C'est surchargé. Ici, les trucs, c'est pas clair qu'est-ce qu'il y a là-dessous. Une page d'accueil, c'est censé être le point de repère. Tu es dans le site, tu te rappelles plus trop, tu as besoin de revenir, tu te ramènes à la page d'accueil. Ici, si on se ramène à la page d'accueil, on est encore probablement plus perdu que si on n'y était pas allé. Et là, je veux vous montrer quelque chose à ne jamais faire. Vous avez ici 4 pages, OK? C'est le premier onglet, là, j'ai vraiment pris le premier du bord, sur les groupes de population. Donc là, si on clique sur les jeunes, OK, on a ici un beau blabla sur la stratégie d'Action Jeunesse. Il nous invite à consulter la stratégie. Qui sont les jeunes? Bla, bla, bla. Tout du texte suivi. Ça, là, c'est zéro web-friendly. OK? C'est absolument pas convivial sur Internet. Internet, ça prend des intertitres, ça prend des coupures, ça prend des paragraphes avec du bloc de texte beaucoup plus ramené. C'est zéro efficace, ce truc-là. Et c'est probablement un copier-coller qu'on voulait absolument faire paraître quelque part, ou on a décidé de mettre des trucs en hyperlien parce que, ah oui, on a eu un gros budget là-dessus, là, on va mettre ça sur le net, ça va bien paraître. OK? Ça paraît. Là, on change de groupe de population, on est toujours sur le même site. Là, on s'en va vers les adultes. Là, ici, un petit peu plus d'intertitres. Ouais, là, ça va, les hommes, les femmes, OK, ouais, pas grand-chose à dire, pas beaucoup d'hyperliens. Je rentre même pas dans le contenu, là. Juste comme ça, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de budget. Personnes âgées. Hein? Mon Dieu! Des hyperliens vers toutes les portions du texte.
Ah, c'est pas pire d'y penser. Hein? Fait que là, je regarde, je peux cliquer sur un, puis ça m'amène directement à la section qui m'intéresse. Il y a probablement plus d'argent ici. Donc, des liens utiles vers les différents sites qui sont en lien avec les personnes âgées. Et là, les personnes handicapées, mais mon Dieu Seigneur, on vient de prendre 50, 60 000 certains, là. Parce que là, ici, c'est drôle, on a un menu à gauche. Ah bon? Puis là, on a toutes sortes de trucs sur lesquels on peut cliquer. Le texte est bien aéré quand même. Donc, vous voyez, ça, c'est le genre de truc pour une même organisation qui est absolument inacceptable. Parce que, juste, on n'est même pas entré dans le contenu, là. On ne sait même pas de quoi il était question. Mais juste ça, ça nous donne une indication comme quoi ouais, le site est entretenu par des équipes différentes. Ça, du point de vue du citoyen, là, c'est comme, OK, si moi, je fais partie du groupe où il y a le moins d'argent, ben c'est bien de valeur, mais je le sens. Hein? Puis là, je dis, oh, c'est vrai que je ne suis pas une personne âgée, moi, donc c'est beaucoup moins important. Hein? Les jeunes ont déjà un complexe par rapport à ça, donc c'est peut-être pas la meilleure idée. Bref, ce sont des exemples de rupture dans les sites, puis c'est des trucs qu'on ne devrait pas retrouver. Donc, le site du ministère de la Santé du Québec, c'est un super contre-exemple. Hein? C'est bourré de trucs qu'on ne devrait pas faire, malheureusement. Je sais que les gens là-bas travaillent très fort. C'est absolument pas pour décrier ce qu'ils font, mais souvent, ils n'ont pas les connaissances, ils n'ont pas les outils. Ça me fait penser, mon collègue Éric Cavana est spécialiste du design de l'information. Donc, tout ce qui est architecture visuelle, tout ce qui est montage, grille graphique, la fonction des titres dans un document, sur une page web, c'est sa spécialité à lui. Donc c'est ça, bref, des exemples qui sont plus ou moins bons. Donc, voilà. Merci.